Dans cette région, ce rituel s'appelle la prière. Comme toutes les semaines, les hommes réparent et nettoient leurs armes. Nous sommes dans les zones tribales du Pakistan. Ici, les Occidentaux ne sont pas les bienvenus. La guerre d'Afghanistan est toute proche. Je dois vous dire que c'est vraiment dangereux pour vous, vu le pays d'où vous venez. La France est sur la liste noire ici, juste après les États-Unis. Quel est le nom de votre président? Et avant, c'était qui? Donc c'est très dangereux. Il vaut mieux que vous portiez un turban pour avoir l'air d'un Pashtun. Dans la cour, un jeune apprend à démonter et remonter son arme les yeux bandés. Plus qu'un entraînement militaire, c'est un mode de vie. Nous aimons combattre. Les Américains connaissent très bien les avantages de la guerre, et nous aussi. La guerre est une bonne chose, à condition de la gagner. Les Pakistanais appellent cette région le Talibanistan, le pays des talibans. Ces villages sont considérés comme un des sanctuaires du terrorisme mondial. C'est d'ici que serait venu l'un des assassins présumés de Benazir Bhutto. Nous avons tenté de comprendre qui sont et ce que veulent ces hommes redoutés. Mon enquête commence à Islamabad, la capitale du Pakistan. Moderne, la ville est à l'image, semble-t-il, d'un pays en marche. Mais un pays qui est aussi une puissance nucléaire et régulièrement déchiré par la violence. Nous sommes au lendemain de l'assassinat de Benazir Bhutto. À l'endroit même où elle a été tuée, tous les soirs, des Pakistanais se rassemblent pour la pleurer et prier. Il va me falloir 4 jours pour convaincre un chauffeur d'accepter de m'emmener dans la zone qui m'intéresse. Meurtre, enlèvement, cette région fait peur même aux Pakistanais de la rue. Pour quitter la ville, nous empruntons quelques kilomètres d'une autoroute moderne. Et puis la 4 voies fait place à une nationale, usée par la vie. Sur la route, nous croisons des centaines de camions. La plupart font la liaison entre le grand port de Karachi et la Chine plus au nord. Après 5 heures de route, un contrôle militaire. Le passage est totalement interdit aux étrangers. Heureusement, les soldats sont occupés. Nous le franchissons sans nous identifier. Il contrôle tous les véhicules qui viennent d'Islamabad. Pourquoi? Il vérifie tous les véhicules. Mais pourquoi ils font tous ces contrôles? C'est à cause des poseurs de bombes, des attentats kamikazes. C'est après le barrage militaire que commence le Talibanistan. En fait, des zones frontalières de l'Afghanistan, autogérées par des chefs de tribus pashtuns. Une région qui échappe au contrôle de l'administration de la République du Pakistan et défie le pouvoir du général Musharraf. Partout, des champs de canne à sucre, c'est la principale ressource locale. Elle est entre les mains d'une poignée de grands propriétaires terriens et la population est très pauvre. Nous atteignons la capitale de la région, Dera Ismail Khan. Un attroupement attire mon attention, c'est une distribution de farine. Le prix des céréales vient d'être multiplié par 10 et la pénurie menace. Apparemment, ce jour-là, il n'y en a pas pour tout le monde. Regarde cette foule, les gens viennent de n'importe où pour acheter au marché noir. Tout le monde vient ici. Mais il faut un système de quotas par quartier pour que tout le monde puisse avoir ce dont il a besoin. Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Tous ces gens ici achètent au marché noir. C'est du marché noir. Nous ne nous éterniserons pas dans la ville. Nous avons rendez-vous plus loin avec un grand propriétaire terrien.
Il va nous emmener dans ses terres, dans sa voiture cette fois. Il s'appelle Faisal Amin Khan, il a 31 ans. C'est un des fils du chef de la plus grande tribu de la région, les Gandapur. Ces montagnes que vous voyez font partie de la même chaîne. On l'appelle la chaîne des Suleiman. En fait, c'est la fin de l'Himalaya. Il a fait des études à l'université. Son père, ancien gouverneur, est l'ami du président Musharraf. Et pourtant, dès que je lui parle des talibans, ennemis jurés du gouvernement, il me met en garde contre les idées reçues. Les talibans ne sont pas des bandits. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Les vrais talibans ne sont pas des bandits. C'est vrai qu'il y a des bandits qui ressemblent à des talibans et qui se laissent pousser les cheveux. Mais ça ne fait pas d'eux des talibans. Vous, les étrangers, il faut que vous compreniez ça. Arrivé dans sa propriété, nous prenons la mesure du personnage. Il ne se déplace jamais sans un homme en armes à ses côtés. Lui-même est toujours armé. Pour sa sécurité personnelle et celle de ses biens, il emploie pas moins d'une dizaine d'hommes. Ses propriétés s'étendent sur plusieurs milliers d'hectares. Il cultive de la canne à sucre, élève du bétail et surtout des chevaux. Dans la région, c'est une tradition pour les chefs de tribu de posséder les plus belles montures. Tu n'aimes pas la fumée de ma cigarette? L'homme se sent une responsabilité vis-à-vis de la population. Pendant des années, j'ai la conviction que mon peuple a été privé de ses droits les plus élémentaires, comme d'avoir accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'hôpital et à l'école. Il y a des écoles, mais elles sont fantômes la plupart du temps. Le discours est apparemment très critique envers l'État pakistanais. Pourtant, Faisal travaille avec le gouvernement. Il est officiellement coordinateur de la construction d'un barrage confié à des entreprises chinoises et turques. Je comprends qu'il est impossible pour le gouvernement de se passer de son appui pour garder un pied dans la région. Toutes les tribus dans cette région, le long de la frontière, ont leurs propres coutumes. On appelle ça le code de vie pashtun, dans lequel l'honneur, le respect et la paix sont assumés par la communauté elle-même. Vous savez, s'il y a des fauteurs de troubles, eh bien, pour parler franchement, dans la plupart des cas, nous n'avons pas besoin de demander l'aide du gouvernement. Parce que si quelqu'un sème le désordre dans ma maison, sur mon territoire, et qu'il essaye de nous déstabiliser, eh bien, c'est de ma responsabilité de me débarrasser de ce gentleman ou de ce groupe de gentlemen. Nous laissons Faisal à ses affaires. Pour tenter de découvrir les codes de vie pashtun de sa tribu, nous nous rendons dans le berceau de sa famille, à 30 km, de l'autre côté de ce haut plateau, encore plus loin, en direction de l'Afghanistan, dans la petite ville de Koulaichi, 26 000 habitants. Nous voilà dans un autre monde. Les rares femmes que nous apercevons sont toutes habillées d'une burqa. Il m'est impossible de les aborder. Il n'y a plus d'asphalte. L'électricité arrive par intermittence. Mon rendez-vous est à côté de la mosquée, avec cet homme, Fakir, 47 ans. C'est lui le chef du village. Tous les jours, il y patrouille avec une poignée d'hommes. Il n'a pas été élu, il n'est pas policier, mais il a été désigné par les sages du village. Il perçoit un droit de passage sur les camions qui traversent la ville. Et avec le conseil des anciens, il règle tous les différends privés entre les habitants. Il a fait des études et parle anglais. Avec moi, il évoque spontanément les usages très particuliers en matière d'hospitalité. Nous respectons les invités. Même si c'est un ennemi, un invité est un ami. Nous l'aimons, mais nous n'avons pas d'invité. Je ne sais pas très bien à quoi m'en tenir.
Notre pays est comme ça. Si je veux te tuer et que tu es mon invité, je vais d'abord te raccompagner en toute sécurité chez toi, et ensuite je vais t'expliquer que je vais te tuer et qu'il faut que tu te prépares pour le lendemain. Tant que tu es mon invité, tu es en sécurité. On est prêt à mourir, mais on te protégera quoi qu'il arrive avec l'aide de Dieu. Apparemment, je suis invité. À la fin de sa patrouille, il me propose de partager son repas. Un faucon est là. L'homme s'en sert pour aller chasser. Nous parlons de la situation politique. L'assassin présumé de Benazir Bhutto a été arrêté à moins d'une trentaine de kilomètres. À ses yeux, elle a été tuée pour s'être montrée favorable à une intervention américaine à l'intérieur même de ces zones tribales. Sa langue l'a tuée. Elle était innocente, mais elle parlait beaucoup. Elle n'aurait pas dû parler comme ça. Elle était aimée par Bush et les terroristes sont contents d'en avoir fini avec une amie de Bush. Je découvre que la mort violente fait partie intégrante de la culture de ces hommes. Ils m'offrent le thé, mais tout peut arriver. Dans la ville, il n'y a pas de tribunal. Une seule décision du Conseil des sages et un simple voleur peut être exécuté sans autre forme de procès. Ce n'est pas au gouvernement de faire la police. Ce sont les gens ici qui arrêtent et tuent les voleurs, les bandits et tous les malfaisants. Et qui rend la justice ? Chaque homme peut rendre sa justice. Chacun est lui-même le juge, la loi, l'armée, la police. Il faut faire les choses soi-même. Notre société est basée là-dessus. Notre devise, c'est « Les hommes, les vrais hommes, meurent au champ de bataille ». C'est notre vécu. Les hommes meurent toujours au combat. Il y a très peu de gens qui meurent dans leur lit. Et mourir dans notre lit, on n'aime pas ça. Interrogé sur le rôle des talibans dans l'organisation de la société, l'homme reste évasif. Et pourtant, l'influence de ces combattants islamistes est bien là. Pour la mesurer, il m'a été suggéré de me rendre à Dera Ismail Khan, dans la plus grande école coranique de la ville. Ici, il y a très peu d'écoles publiques. Elles sont souvent payantes. La population est très pauvre. Alors, ce sont les madrasas comme celle-ci, celle de Siraj ul Uloum, qui forment la plupart des enfants et des jeunes. Je suis accueilli par un homme au long châle noir, Khalil Ahmed Siraj, le directeur et fils du fondateur de la madrasa. En raison des violences, il est lui aussi protégé par 2 gardes armés. C'est un érudit très respecté dans la région. Son école héberge plus de 500 élèves pour des cours entièrement gratuits, repas et pensions compris. Ils apprennent ici le calcul et l'arabe en étudiant le Coran qu'ils récitent par cœur. Ce sont souvent les élèves les plus âgés qui transmettent leur savoir aux plus jeunes. Mais je vais découvrir que l'homme qui dirige l'établissement est aussi un homme très engagé.
Il a fait plusieurs séjours en prison pour des diatribes violentes contre le président Musharraf. Et devant moi, il ne cache pas ses attaches avec les combattants islamistes. C'est nous, les musulmans, qui avons créé le Pakistan. Nous devons défendre le Pakistan. Nous défendrons le Pakistan en tant que soldats. L'ennemi du Pakistan se trouve au cœur même du Pakistan. Et celui-là, nous ne lui pardonnerons pas. L'ennemi dont il parle est le président pakistanais Pervez Musharraf. Et il tient à me présenter un moudjahidine, un commandant taliban qui combat en Afghanistan. Vas-y, parle. Parle de ta mission, de notre mission pour la défense du Pakistan. Je me retrouve face à face avec un homme qui combat les Occidentaux en Afghanistan. Au nom d'Allah et de son prophète Mohammed, la mission des talibans sur le sol d'Afghanistan est d'instaurer la charia sur la terre d'Allah. Et à la grâce de Dieu, nous travaillons selon la volonté du Mollah Omar. Tant que cela sera nécessaire, nous sacrifierons nos vies. Attirés par ma présence, des étudiants nous ont rejoints autour du directeur et de son hôte taliban. Pour tout le monde ici, les combattants islamistes sont des résistants. Jusqu'à ce qu'une coupure d'électricité nous surprenne, sans rompre le débat. Nous sommes aussi pauvres que nous sommes mal représentés au gouvernement. Nous sommes pauvres. C'est une évidence, nous sommes très pauvres. Nous sommes privés de tout confort. Avant de nous quitter, le directeur de l'école coranique tient à me montrer quelque chose. Quelque chose qui l'amuse beaucoup. Accompagné de ses deux gardes du corps, nous nous rendons chez un de ses voisins. L'homme possède toute une collection d'équipements militaires made in USA. À mon avis, vous n'avez jamais vu ça. Alors ça, c'est des menottes. Vous voyez ? On peut mettre les deux poignets dedans. C'est un modèle que connaissent bien les prisonniers de guerre des Américains en Afghanistan. Ça, c'est une boussole américaine, vous voyez ? Il est fier de ses accessoires, mais il a beaucoup mieux. Ça, vous voyez, c'est une matraque pour taper les gens. Cet attirail, il l'a acheté chez un trafiquant de la grande ville de la région, Peshawar. Les armes viennent d'Afghanistan, volées ou récupérées auprès de l'armée américaine. Et ça, c'est un treillis américain, vous voyez ? Difficile de savoir si l'homme est un marchand d'armes ou un collectionneur, comme il l'affirme. Alors ça, c'est un gros calibre. C'est utilisé par les forces spéciales américaines. Regardez le calibre. Mais le clou de son arsenal, c'est cet équipement ultra sophistiqué, américain comme le reste. Vous voyez, ça c'est une combinaison antibactériologique. Il y a même un système de micro pour communiquer. Ce n'est que pour se protéger. Vous savez, c'est tellement compliqué ici. Il y a tellement de forces en présence. On ne sait pas très bien qui se bat contre qui. Il y a deux sortes de talibans, vous savez. Il y a les talibans qui se battent pour des raisons religieuses, pour des principes islamiques, et les talibans qui ne se battent que pour leurs intérêts personnels. Ça, tu vois, c'est mon arme personnelle. Je réalise à quel point les armes ici circulent librement. Mais je vais également comprendre autre chose. Le gouvernement pakistanais traite avec les combattants islamistes par intermédiaire interposé.
Contact est pris avec un responsable du projet de barrage. Il a rendez-vous avec des combattants talibans. Il accepte que je l'accompagne, à condition de préserver son anonymat. Dans cet endroit, nous allons rencontrer des talibans. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas leur dire que vous êtes européen ou que vous venez de France, parce qu'ils ne sont pas très amicaux envers les Occidentaux. Ce sera plus sûr pour vous. On va dire pour justifier votre présence que vous êtes turc et que vous travaillez pour la compagnie d'irrigation. Mais je ne suis pas turc, ils vont le voir. Je sais, mais vous ressemblez à un Turc et de toute façon, ils n'en ont jamais vu. Pourquoi un Turc? Parce que ce sont des Turcs qui vont construire le barrage et en plus, ils sont musulmans. La zone est dangereuse pour lui aussi. Nous quittons la route et nous enfonçons dans un endroit désertique. Ah merde, merde, merde! La voiture est tombée dans la rivière. Le rendez-vous a été fixé au-delà du cours d'eau. L'homme appelle les talibans et décide de terminer à pied. Il va me faire passer pour un ingénieur turc. Il me demande de cacher ma caméra sous mon bras. Si l'homme rencontre les combattants islamistes, c'est d'abord pour apporter à leur chef un revolver qu'il lui avait commandé. Est-ce que l'arme est neuve? J'ai l'emballage dans ma voiture. J'ai tiré 2 coups de feu seulement avec le pistolet. Celui qui me l'a fourni, je le connais depuis 16 ans. C'est un homme âgé, c'est garanti. Mais notre contact souhaite avant tout s'assurer que les talibans ne perturberont pas le projet du barrage. Ils proposent à leur chef un travail sur le chantier. Nous sommes 2. Si vous pouvez rassembler 6, 7, 8 personnes avec vous, je propose que l'un d'entre vous soit le chef. En fait, pour l'instant, nous ne sommes que 2. Moi et Saïd. Ok, laissez passer le mois sacré, le Muharram. Ensuite, quand les Turcs attaqueront le chantier, on pourra commencer. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de problème pour les travaux. À la fin de la rencontre, je joue les touristes et leur demande quelques images souvenirs. Les hommes semblent beaucoup s'amuser que je puisse les filmer dans le noir. Un combattant nous raccompagne jusqu'à notre voiture, L'eau est très froide. Elle vient des montagnes. tandis que ses compagnons, au loin, essayent leur nouvelle arme. C'était quelqu'un d'important? Oui, c'est un responsable. C'est trop bête. À la fin, j'ai vraiment regretté de ne pas dire que j'étais un journaliste français. Honnêtement, si t'avais dit ça, je t'aurais tué moi-même. Et j'aurais pas hésité une seconde. Quelques jours après mon départ, j'apprendrai que la région est bombardée par l'aviation pakistanaise. Protégés par ces montagnes et leurs traditions, ces hommes n'ont pas fini de tenir tête à leur pays, le Pakistan, et à ses alliés occidentaux.